tous et bienvenue dans le premier épisode de podcast d'Into Your Jungle. J'ai créé ce podcast dans le but de vous partager les histoires des animaux, de vous montrer une autre perception des animaux, de comment ils fonctionnent, de ce qu'ils peuvent ressentir. Tout ça, c'est basé sur mon expérience de mes séances, donc c'est-à-dire l'accompagnement émotionnel animal, ce que je fais. Vous pourrez en savoir plus sur ma technique en regardant mon site internet ou en me suivant sur Instagram. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu plus comment ça se passe pour eux, les choses importantes qui peuvent ressortir en séance et tout leur univers un petit peu émotionnel parce qu'il est très très large et beaucoup plus grand que ce qu'on ne le pense. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet. On va aborder le sujet de la dominance chez le chien. C'est un sujet que je traite souvent parce que ça m'arrive beaucoup en séance de le voir. Donc je partage pas mal de posts sur Instagram sur ce sujet-là aussi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer en vous partageant l'histoire d'un chien. Voilà, comme ça, vous pourrez comprendre par vous-même tout de suite un petit peu comment ça peut se passer. Et ce chien-là, il s'appelle Diego. Voilà, donc c'est un petit chien. Sa propriétaire m'appelle parce que ce chien fait de la protection de gamelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Diego, dès qu'on s'approche de sa gamelle, dès qu'on a la main proche de sa gamelle pendant qu'il mange, il essaie de pincer, il essaie de mordre. Voilà, donc ça c'est un sujet que vous entendez souvent. C'est souvent une problématique chez les chiens. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il est très anxieux au toucher. Il ne se laisse pas forcément beaucoup caresser, il n'est pas très fan du contact. Voilà. Et même en dehors de ça, il peut aussi mordiller assez facilement, même en dehors de la gamelle, etc. Donc on sent quand même qu'il y a un terrain anxieux chez le chien, il y a beaucoup de stress au contact. Donc voilà, c'est exactement le type de problématique que je peux avoir en séance, qui sont assez récurrentes. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je me connecte à Diego, voilà, avec mes différents outils, que ce soit la kinésiologie, que ce soit la communication animale. Voilà, donc moi, je me connecte à Diego et je vois un petit peu ce qu'il ressent. Donc, qu'est-ce que je sens chez Diego? Je sens beaucoup d'anxiété, bien sûr, mais je sens aussi un sentiment de découragement et d'incompréhension. C'est un chien qui se sent incompris, qui a l'impression qu'il ne peut pas s'exprimer sans qu'on le réprimande. Donc déjà, je sens ça, je me dis que c'est quand même bizarre parce que je vois que sa propriétaire, elle est quand même très à l'écoute de lui, elle est très bienveillante. Je sens pas que ça vient d'elle en fait, ce côté-là réprimande dès qu'il essaie de communiquer quelque chose. Donc je continue un petit peu à creuser avec lui et je sens vraiment aussi ce côté chez Diego où on a essayé de le contraindre par la force. On a essayé de le faire taire et de le soumettre en fait, quelque part. C'est une sensation que j'ai souvent avec les chiens sur qui on a exercé un petit peu cette dominance. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'éducation traditionnelle. Vous allez entendre souvent parler d'éducation canine traditionnelle ou éducation canine positive. C'est un peu deux courants différents. Et je ne suis pas là pour vraiment parler de ça tout de suite, mais le but, c'est surtout de dire que j'ai beaucoup de chiens qui me font sentir cette contrainte, cette force qu'on a exercée sur eux. Et c'est souvent des chiens qui, justement, ont subi un petit peu les idées de l'éducation traditionnelle. Parce que dans l'éducation traditionnelle, on vous dit que si vous n'êtes pas le chef tout de suite face à votre chien, c'est lui qui va essayer de vous dominer, c'est lui qui va essayer de prendre l'ascendant. Donc, pour ça, il y a différentes méthodes et ces méthodes consistent à exercer un petit peu de la force, de la contrainte sur son chien pour éviter qu'il devienne un mâle dominant. C'est surtout chez les mâles qu'on voit ça particulièrement. Donc, j'ai ce premier ressenti-là. Je me dis, ok, il y a quelque chose, à mon avis, lié à ça. Donc, je questionne sa propriétaire, puisqu'on n'en avait pas encore parlé avant que je fasse la séance. Et je lui demande si justement son chien n'a pas déjà subi des formes d'éducation canine qui pourraient exercer cette espèce de contrainte sur lui, où on a essayé un petit peu de le bloquer, où on a essayé de le soumettre. Donc là, elle se met un petit peu à pleurer et elle me raconte une histoire assez tragique. C'est une histoire qui s'est passée quand Diego avait 7 mois chez le vétérinaire. Elle l'emmène chez le vétérinaire un jour parce qu'il a beaucoup de plaques rouges en fait sur le corps. Donc elle s'inquiète et au moment d'être ausculté, forcément Diego est un petit peu anxieux comme tous les animaux chez le vétérinaire. Il vient un petit peu se coller à sa maîtresse, donc il reste pas en fait face au vétérinaire sur la table. Et le vétérinaire ne supporte pas trop ce comportement, il le prend pour voilà, une non-obéissance en fait du chien. Donc il fait une leçon de morale à sa maîtresse sur le fait qu'elle n'a pas bien éduqué son chien. Et il attrape le chien,
souhaite lui mettre la muselière, mais sur le coup, il n'y arrive pas. Donc, il met le chien sur le dos. Ça, c'est une pratique qu'on entend souvent aussi, hein. Il met le chien sur le dos, l'écrase de tout son poids et lui met des coups de poing dans le museau. Voilà, il faut savoir que le chien a 7 mois à ce moment-là, donc c'est quasiment un chiot. Et en fait, voilà, il exerce sur lui toute sa force pour essayer de le faire obéir. Sous l'œil traumatisé, bien sûr, de sa maîtresse, qui restera traumatisée pendant des années, et le chien, bien sûr, avec. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette situation-là? On voit un vétérinaire, donc forcément, on se dit c'est un vétérinaire, il sait ce qu'il fait. Donc, sur le coup, sa maîtresse elle n'a pas su réagir, elle était dans un état de sidération. Et en fait, le chien, suite à ça, a été extrêmement traumatisé du toucher, de tout ce qui pouvait être lié au contact, à la force, etc. Il faut savoir aussi que Diego, à la base, venait d'un élevage et que cet élevage a toujours conseillé à la maîtresse de Diego d'être très dur avec lui, d'être très ferme pour justement ne pas en faire un chien qui risquerait de mordre. Tiens, c'est bizarre, justement, le problème de Diego, c'est qu'aujourd'hui, il mord, donc visiblement, les méthodes n'ont pas forcément été bonnes. Donc, il faut savoir que dans cet élevage, justement, ils avaient l'habitude de venir en fait enlever la gamelle de Diego pendant qu'il était en train de manger, d'essayer de le faire obéir par différentes manières. Ils ont tout de suite conseillé d'ailleurs à la maîtresse de prendre un collier étrangleur. Donc voilà, c'est des colliers qui se resserrent dès qu'on tire. Donc ça veut dire que dès que le chien il va tirer parce qu'il va vouloir aller sentir une odeur en balade ou aller rencontrer un autre chien, hop, ça va se resserrer autour de son cou, quitte à presque l'étrangler. C'est pour ça qu'on appelle ça des colliers étrangleurs. Toutes ces méthodes-là, c'est vraiment des méthodes d'éducation traditionnelle. Je ne suis pas là pour venir parler que de cette méthode, mais je suis là pour parler aujourd'hui de tous les chiens que moi j'ai en séance, qui viennent de cette éducation et que j'essaie d'aider par rapport au traumatisme qu'ils ont vécu, parce que c'est vraiment le mot, c'est un traumatisme en fait. On pense que les traumatismes viennent de la maltraitance et on pense souvent que la maltraitance, c'est seulement le fait de frapper son animal. C'est faux. Ce n'est pas que le fait de frapper l'animal, la maltraitance, c'est toutes les autres formes de contraintes, de force qu'on exerce sur son animal. Donc voilà, il y a tout ce qui est lié à la nourriture, à la gamelle, au fait de lui enlever sa gamelle pendant qu'il est en train de manger. Il y a aussi voilà, la laisse, hein, tout simplement, le fait de toujours retenir son chien quand il veut aller vers un autre chien pour le sentir. Il y a aussi le fait de ne pas prendre en compte les signaux d'apaisement de son chien. Donc le chien, il envoie plein de signaux pour montrer quand il n'est pas à l'aise dans une situation, quand il a besoin de quelque chose. Sauf que souvent, ces signaux, ils sont mal compris. Ils peuvent être compris comme justement, tiens, le chien, il essaie de me dominer ou le chien essaie de ne pas faire ce que je lui dis. Donc je vais encore plus resserrer la vis, je vais encore plus l'engueuler, alors que le chien a juste montré un signal de je me sens pas bien, j'ai besoin de quelque chose. Donc voilà, il y a énormément d'animaux qui souffrent de ça, de toutes ces méthodes. Souvent, les maîtres veulent bien faire. Ils écoutent beaucoup les conseils qu'on leur donne parce que c'est dit par des professionnels. Sauf que petit à petit, en fait, on crée un chien qui est soit au mieux, et je dis bien au mieux, anxieux. Donc c'est un chien qui va être très anxieux toute sa vie dès qu'on va toucher à sa gamelle, dès qu'on va l'emmener en balade, dès qu'il va rencontrer d'autres chiens, dès qu'on va venir le caresser. Au pire, ça donne un chien réactif, donc c'est-à-dire qu'il peut potentiellement mordre dès qu'un humain s'approche de lui. Il peut aussi mordre d'autres chiens qu'il rencontre en balade. Donc voilà, c'est un petit peu les deux faces de la même pièce qu'on va retrouver suite à ce comportement-là, suite à cette éducation-là qu'on aura donnée aux chiens. Donc aujourd'hui, je reviens sur l'histoire de Diego pour dire que heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle à ça. Je crois que j'ai fait 3 séances en tout à Diego pour vraiment travailler sur tous ces traumatismes. En séance, on peut vraiment accéder à la mémoire traumatique de l'animal avec les techniques que j'utilise. Et en fait, ça permet d'aller libérer toutes les peurs, toutes les émotions associées à un événement traumatisant. Ça n'enlève pas la mémoire de ça, bien sûr, mais on peut vraiment apaiser tout le côté émotionnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, le chien, quand il rencontre la même situation qu'il a vécue par le passé comme un traumatisme, aujourd'hui, il va plus forcément avoir la même réaction qu'avant. Et voilà, suite à ces 3 séances où j'ai essayé de beaucoup apaiser Diego sur ce qu'il avait vécu et beaucoup libérer toutes ces émotions-là, de colère, de frustration, de peur. Aujourd'hui, Diego, il est beaucoup plus affectueux avec sa maîtresse, il va beaucoup mieux, il est moins stressé quand on touche à sa gamelle. Et voilà, c'est un chien qui est beaucoup plus épanoui, qui est beaucoup plus relâché, parce que c'est souvent aussi des chiens qu'on va voir toujours dans un espèce d'instinct de survie, donc ils sont souvent sur le qui-vive. Ils n'arrivent pas vraiment complètement à fermer l'œil, à se détendre. Ils sont toujours au moindre bruit très réactifs. Et en fait, là justement, enfin, Diego, il peut se détendre, il peut vraiment s'apaiser.
Et ça fait beaucoup de bien de voir ça en fait chez un animal parce qu'on voit à quel point on peut, malgré les différents traumatismes vécus, on peut quand même l'aider à mieux vivre en fait dans son quotidien. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager cette histoire avec vous. Il y en a plein d'autres, des histoires comme ça. J'en ai énormément sur des chiens qui ont subi un petit peu les idées de la dominance. Donc c'est pour ça que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder plusieurs fois, de différentes manières, avec différents animaux. Parce que ça me touche particulièrement. Il faut savoir que quand je me connecte à un animal qui a subi ça, je pense que l'émotion principale que je ressens, c'est aussi l'incompréhension de l'animal parce qu'à un moment donné, l'animal a juste voulu exprimer quelque chose et ça a été mal interprété et ça lui a valu voilà, d'être engueulé ou de subir un traitement pas forcément agréable, alors que lui a juste voulu exprimer quelque chose. Donc il y a vraiment ce sentiment pour l'animal d'être très incompris par son maître ou par les personnes autour. Moi, je ne crois pas à la théorie de la dominance chez l'animal. Il a d'ailleurs été prouvé que c'était faux. Sauf que malheureusement, il y a des croyances comme ça qui durent très longtemps dans le temps. Même s'il y a des études qui ont montré que c'était faux, ça continue de se propager à travers l'esprit des gens. Et vous pouvez regarder sur Internet hein, la théorie de la dominance. Il y a des livres là-dessus, il y a beaucoup de choses là-dessus, c'est très intéressant. Mais je ne crois pas en fait au fait que l'animal essaie de dominer son maître, qu'il essaie de prendre le pouvoir sur lui, que si le maître n'est pas assez dur, il va en profiter. Non, chez tous les animaux que j'ai eu en science jusqu'à maintenant, tous les animaux qui avaient des problématiques du fait de mordre, d'être réactifs, il y a toujours eu un trauma chez ces animaux-là. Je n'ai jamais trouvé un animal qui n'avait pas de trauma, qui mordait par la suite quand même, et qui faisait ça juste pour prendre l'ascendant sur son maître. Je n'ai jamais trouvé ça. Vraiment, à chaque fois, il y a un traumatisme derrière, il y a toujours cette idée de l'humain qui a essayé en fait de prendre pouvoir et de faire accepter quelque chose à l'animal par la force. Voilà, je pense qu'on voit bien que chez l'humain, c'est quelque chose qui ne marcherait pas du tout. Chez le chien, c'est pareil. Tout ça pour dire que vraiment, c'est une théorie à remettre en question. Surtout que la plupart du temps, les maîtres ne sont pas à l'aise avec ça. Ils ne sont pas à l'aise avec le fait de venir exercer des comportements de dominance sur leur animal. Ils sentent au fond d'eux que ce n'est pas juste, mais ils le font parce on leur a donné ce conseil. Donc ils veulent appliquer bien ce qu'on leur a dit, mais ils sont vraiment pas à l'aise avec ça et au fond d'eux, ils le savent qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Moi, je dis toujours cette phrase, est-ce que vous voulez un animal qui vous obéit parce qu'il a peur de vous, ou est-ce que vous voulez un animal qui vous obéit parce qu'il a envie de collaborer avec vous, parce que vous avez une belle relation de complicité? Ben voilà, on peut terminer là-dessus et se poser cette question. Voilà, merci beaucoup d'être resté pour cet épisode et il y en aura sûrement d'autres sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je suis sur YouTube, sur Instagram, Facebook et maintenant les plateformes d'écoute telles que Spotify et plein d'autres. N'hésitez pas aussi à m'écrire, à poser vos questions ou à venir me parler de certains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.